Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Semaine du Moucheur. Nous commençons tout d'abord par s'adresser aux débutants et on va essayer de s'y retrouver dans toutes ces soies qui permettent de bien lancer la mouche. C'est la rubrique technique et matériel. Aujourd'hui, en technique et matériel, nous parlons des soies, les soies à mouche. En général, pour tout pêcheur débutant, c'est la quête du Graal. Trouver la vérité. C'est pas si simple que ça, parce que les fabricants font vraiment tout pour que vous n'avez aucune chance de savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Je vais essayer en très peu de temps de vous élucider là-dessus. Chaque canne que vous avez déjà doit avoir un poids pour lancer votre mouche qui correspond à sa rigidité. Mais il faut que vous compreniez de suite qu'une rigidité au rapport à 5 mètres de lancer, à 10 mètres de lancer, à 15 mètres de lancer, c'est de 1 à 3. Donc, vous ne pouvez pas avoir la même soie pour lancer 5 mètres, 10 mètres ou 15 mètres. Donc, en fait, il faudrait 3 soies. Mais personne n'a 3 soies. Donc, il faut savoir qu'est-ce que vous allez pêcher. En gros, entre 7 et 13 mètres. Donc, vous allez prendre une soie pour 10 mètres. Alors maintenant, comment la choisir au rapport à votre canne? Parce que qu'est-ce qui est écrit sur votre canne n'a pas beaucoup de choses à dire. Je vais vous expliquer la nomenclature des soies pour que vous le compreniez mieux. À chaque soie que vous achetez, vous avez une étiquette qui est toujours la même identification de toutes les soies du monde. Sur ce tableau, nous avons reproduit à peu près comment ça se présente. Vous avez toujours une première lettre ou deux lettres qui vous donnent la forme de la soie. Donc, nous avons en gros WF ou DT. Donc, weight forward ou double taper. Donc, vous avez le fuseau décalé et le double fuseau. Ensuite, nous avons le poids. Le poids, il est relatif parce qu'il est à l'AFTMA, donc à l'American Fishing Tackle Association. Donc nous avons les soies les plus légères, on dit 1, et les soies les plus lourdes, de 13 pour le saumon. Et ensuite, nous avons la densité qui dit que la soie, elle va flotter, elle va couler lentement, couler un peu plus ou couler très rapidement. Donc nous avons F flottante, S sinking, donc plongeante, I ou N intermédiaire ou neutrale, donc elle est entre deux eaux. Nous avons FS, ça veut dire floating sinking, une partie qui flotte, une partie qui plonge. Donc, si vous faites maintenant des coupes dans ce tableau, vous allez trouver toutes sortes de soies qui existent au monde. Alors, qu'est-ce qui est le plus important, c'est savoir qu'est-ce que vous allez faire. Vous allez pêcher une grande rivière ou une petite, vous allez pêcher le petit poisson ou le gros poisson. Il faut savoir que la taille de la soie ne correspond jamais à la taille du poisson, parce que toutes les soies ont la même lame à l'intérieur. Donc, vous pouvez pêcher avec une petite soie, un gros poisson. Le problème, c'est qu'il faut que vous équilibrez votre leurre. Votre mouche doit correspondre en poids à la taille de votre soie. Donc, si vous pêchez avec une petite mouche, vous pouvez prendre du gros poisson avec une soie numéro 3. Or, si vous pêchez avec un gros streamer, avec une mouche à saumon, vous êtes obligé d'avoir une soie lourde parce que la trajectoire de votre mouche doit être réglée par le poids de la soie. Ça, c'est important. Ensuite, moi je vous conseille de prendre le WF, surtout si vous êtes débutant, parce que vous allez lancer beaucoup plus facilement, avoir immédiatement le bonheur de lancer plus loin et d'atteindre votre cible plus facilement. Le reste, c'est que du cinéma. Qu'est-ce qui concerne deux mots sur des couleurs de soie, vous voyez bien qu'ils peuvent être en fluo, en noir, en bleu, en rouge et tout ça. Le monde dit des soies, des truites voient la soie. C'est faux. La truite voit que l'ombre de la soie et l'ombre est toujours noire, comme vous le savez vous-même. Donc, il vaut mieux avoir une soie qui soit très bien pour mieux visualiser la distance, pour mieux viser. Et avec une soie qu'on voit bien, c'est parfait. Vous allez atteindre votre truite juste où il faut et vous allez la prendre. Voilà. Et après avoir parlé matériel, il est temps de parler poisson. On va s'occuper de la reproduction des salmonidés dans la rubrique « L'environnement du pêcheur ». Dans l'environnement du pêcheur aujourd'hui, nous parlons de la reproduction des salmonidés dans nos rivières naturelles. C'est-à-dire, pas d'introduction de poissons, pas d'écloiserie. Qu'est-ce qui se fait entre eux? C'est très important parce que c'est quand même la manière la plus logique de peupler nos rivières de ce poisson. Alors, premièrement, on sait tous que des truites font des migrations en automne, des truites faréo, je parle bien entendu, dans nos rivières, pour aller chercher des endroits propices pour se reproduire. Alors, voilà, la question primaire, c'est quels sont les endroits propices pour les truites pour se reproduire. On a compris
depuis quelques années que plusieurs facteurs sont importants. Premièrement, la quantité d'eau qui passe, donc la vitesse d'eau qui, comme on le sait déjà, creuse le lit de la rivière et fait une granulométrie qui est correspondant à sa vitesse d'eau. Donc, il est clair que des grosses truites, donc 50 cm ou plus, vont chercher une granulométrie qui est plus importante au rapport à une truite qui fait que 30 cm mais qui est en maturité quand même. Donc, ces poissons ne vont pas frayer sur le même endroit. Comme par exemple le huchon, qui est un poisson en Autriche répandu et qui est très grand, qui arrive à 1 mètre et même plus, il ne va pas frayer là où les truites frayent. Lui, il va chercher par exemple des cailloux qui sont gros comme un œuf. Or, une truite de 30 cm va chercher un gravier qui est gros de 2 ou 3 cm maximal, et des truites un peu plus gros d'autres. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ces poissons, malgré tout, vont quand même toujours chercher un minimum de sécurité par la profondeur de l'eau. Ils ne vont pas aller, même si le granulométrie leur permet, dans un endroit où le dos sort de l'eau. En Europe, toujours, chez nous, en Amérique, certainement, il y a une telle densité, c'est pas pareil. Mais chez nous, les truites sont toujours dans une relation qui est profondeur d'eau et aussi courant. Ensuite, on se dit pourquoi certains endroits qui ont tant de centimètres d'eau profondeur et qui ont en même temps une telle granulométrie qui leur convient parfaitement, pourquoi ceux-là sont visités et ceux-là non. Et c'est là où est la question qui est très importante, c'est qu'on a trouvé que aussi l'échange substrat, donc la nappe phréatique quelque part dans la rivière, avec des entrées et des sorties dans le sol, sont très importants. Donc en fait, des femelles qui creusent, on a bien entendu, on a bien vu, avec leur queue, ils creusent les nids pour poser leurs œufs. Ils savent que seulement la taille correspond à leur taille de granulométrie pour que les œufs peuvent se glisser entre les interstices, mais aussi que les œufs sont nettoyés en permanence et oxygénés par l'eau qui peut rentrer par en haut ou sortir par en bas. Vous allez me dire alors, attendez, comment vous savez tout ça? Comment pouvez vous nous raconter ça? Mais je vous l'ai dit, les preuves ont été faites par les Anglais, par les Américains. On a mis de la couleur, on a mis des couleurs dans les rivières et on a vu que la couleur est absorbée à des endroits où des truites pondent et elle ressort de l'autre côté. Donc si vous voulez, les truites ne sont pas si bêtes que ça. Ils frayent à certains endroits, pas à d'autres, parce que ça leur convient. Alors, tout est à savoir, si on connaît ça, c'est qu'il n'est pas simple de reproduire des frayères pour des poissons comme des salmonidés, comme des truites. Donc il faut être très prudent pour faire ça. Il faut vraiment faire attention. Il faut donc laisser la rivière le plus naturelle que possible, ne pas la réguler, pas faire des barrages, pas des coups de vanne et la laisser comme elle est. Elle se débrouille tout seul comme il le faut. Croyez-le-moi. Et on aura des beaux poissons toute la vie. Et après avoir étudié les mœurs de nos poissons préférés, après avoir compris comment se retrouver au milieu de toutes ces soies, il est temps de faire un beau streamer pour attraper de grosses truites. La mouche de cette semaine, c'est le fameux streamer Rabbit Zanker. En effet, il a ses origines en Nouvelle-Zélande où des pêcheurs de mérite ont inventé le Matuka Style, c'est-à-dire le streamer avec l'aile dressée au-dessus. La différence avec le Rabbit Zanker, c'est que la plume est remplacée par une lanière de fourrure qui fait évidemment beaucoup mieux dans l'eau, qui est plus souple et qui joue mieux. Cette mouche, en fait, définitivement a été introduite aux États-Unis, au Colorado, par Dan Byford, qui a eu un gros succès avec et que depuis, elle est venue même en Europe et chez nous. Et tout le monde pêche en rivière et en réservoir avec parce qu'elle est vraiment très, très, très prenante. Avant de voir les matériaux qu'il faut et la montée, nous allons voir step by step comment cette mouche va se réaliser. Mettons-nous au tableau blanc. Nous utilisons pour ce streamer un hameçon streamer, l'œil vers le bas, avec une tige très longue, une hampe ronde, un ardillon si vous voulez garder le poisson, ou sans ardillon si nous pêchons en eau kill. Ensuite, nous allons fixer un sous-corps en plomb qui va lester la mouche et donner du volume au corps. Donc ça, c'est du plomb. Il va être verni ensuite pour qu'il tienne bien et qu'il ne tourne pas autour de l'hameçon. Ensuite,
nous allons enfiler dessus un tube en mylar qui va venir dessus et qui va faire des petits écailles de poisson qui vont refléter et qui vont déclencher l'agressivité de la truite. Derrière, nous allons fixer d'entrée un peu de floss qui va servir à fixer le mylar et en même temps l'aile qui va venir au-dessus. En effet, l'aile, c'est une lanière de lapin qui vient en matuka style dessus et qui fait l'aile au-dessus. Voilà. Donc, une fois fait, on va fixer ici l'aile à la fin de la hampe et devant avec la soie de montage. Et nous allons réaliser en fait une collerette qui va être repliée vers derrière en grizzly. Si on voudrait encore faire super beau, on mettra encore une plume qui fait l'œil ici en jungle cock ou un substitut de jungle cock. Voilà comment la mouche se monte et qu'est-ce que nous allons faire maintenant. Pour monter ce tsonker, ce rabbit tsonker dans notre cas, il nous faut bien évidemment, comme d'habitude, un étau qui serre bien l'hameçon. Il nous faut aussi une pince à racler pour des collerettes, des paires de ciseaux droits ou courbés pour couper les excédents. Il nous faut des porte-bobines pour des fils, pour fixer tous les matériaux sur l'hameçon. Il nous faut aussi souvent, si on casse un enfileur ou un passe-fil, pour passer le fil dedans. Ensuite, une aiguille de dubbing pour mettre le vernis final, la touche finale à la tête. Côté matériaux, nous commençons par des hameçons. Il nous faut des hameçons streamer, donc comme je le dis, avec l'œillet vers le bas. Ils sont forts de fer, c'est-à-dire que ce sont des hameçons lourds et qui ne risquent pas de s'ouvrir à une grande contenance de carbone avec un piquant irréprochable. C'est très important pour pénétrer la gueule des grosses truites. Ensuite, le fil de montage sera noir, peut être aussi rouge dans certaines manières. Le floss pour fixer l'aile derrière est rose, orange ou rouge. Le sous-corps, c'est du laiton ou du plomb en bande, en feuille ou en fil. La finition de corps sera faite avec du mylar tubing ou un produit similaire de taille moyenne au rapport à l'hameçon de taille 4 que nous utilisons ici. Nous allons utiliser le doré et ensuite l'aile qui, dans notre cas, ou dans le cas classique, se constitue des lanières de peau de lapin précoupées. Nous commençons par l'enroulement du fil de montage devant et nous allons grande spire en arrière. Nous coupons le fil en trop et nous allons fixer maintenant le plomb qui sert de lestage et de sous-corps. Hop. Coupons les bouts qui dépassent. On les lisse avec les doigts. Pour solidifier le sous-corps et surtout pour éviter qu'elle tourne autour de l'hameçon, nous mettons du vernis qui va fixer le plomb sur l'hameçon. Voilà. Première étape est faite. Ensuite, nous revenons avec les fils de montage devant pour donner une fixation supplémentaire. Faisons une fois aller-retour à ce lestage pour ce streamer. Il faut bien que le plomb soit bien fixé. Derrière, nous fixons le floss rouge en laissant une bonne longueur pendre parce que nous allons faire ensuite des nœuds pour fixer le mylar et plus tard l'aile en rabbit tsonker.
Bon, maintenant, il faut faire devant des demi-nœuds, des demi-clés, pour pouvoir couper le fil, car il est obligé d'enfiler le millard dessus. Nous préparons un petit morceau de millard. Nous retirons l'âme dedans pour que uniquement le tube reste. On mesure à peu près. On coupe qu'est-ce qu'il y a de trop. Et nous le passons sur l'hameçon en arrière. Et voilà. Bon, maintenant, nous fixons déjà le millard. Ensuite, nous préparons la lanière de lapin. Pareil, nous mesurons une bonne longueur qui va dessus. Nous la coupons. Avant de la fixer, nous remettons le fil de montage pour continuer la mouche. Nous fixons devant un peu le millard et immédiatement nous fixons la lanière bien au-dessus comme une aile pour faire le rabbit Zonker. Ensuite, nous fixons avec la laine ou les polyfloss, dans ce cas ici rouge, l'aile derrière. Nous coupons le floss et nous allons faire un nœud pour l'arrêter définitivement. Nous essayons bien passer entre les fibres. Et hop. Voilà. Maintenant, pour terminer la mouche, nous prenons une plume Grizzly qui va faire la gorge et terminer la tête de ce leurre extraordinaire. Et prenons. Terminé. Fixation. Enlevons l'excédent. On replie en arrière et on forme notre tête. Trois demi-clés et c'est bon. On termine avec l'éternel vernis pour éviter que elle se défait à la première touche. Voilà le rabbit Zonker. Voilà un très beau streamer. Vous allez prendre beaucoup de plaisir à en faire un certain nombre, car Eric vous l'a dit, toutes sortes de couleurs de lanières de lapin existent dans le commerce. Alors, une belle boîte de rabbit Zonker avec des bleus, des jaunes, des rouges, des verts et tout, vous allez voir, c'est super. Et vous allez attraper des grosses truites avec du matériel un peu lourd. Par contre, de temps en temps, on aime bien aussi laisser ce matériel et puis prendre des choses légères, utiliser des plumes de cul de canard. Et là, c'est la technique de pêche que nous allons voir, qui est le buzzer. Aujourd'hui, sur ce petit étang, peuplé de truites, fario et arc-en-ciel, nous allons essayer de prendre des poissons avec des buzzers, c'est-à-dire des larves de chironomides qui sont en suspens juste en dessous de la surface de l'étang. On sait que les chironomes, des diptères, des moustiques vivent dans la vase en forme de larve, et quand il arrive à la transformation, il devient une pupa. Donc, ils sont suspendus en dessous. Les truites ils sillonnent donc le haut de l'étang et essayent de manger ces petites larves qui sont de couleur noire, rouge, vert ou même bleu et qui ont de multiples imitations qui nous viennent surtout des Anglais. On essaye donc d'en accrocher une petite et on va voir comment marche ce type de pêche qui est tout à fait
bien pour les débutants car très simple et en principe meurtrière. On accroche le buzzer avec le double blood comme d'habitude. Double lit mouillé. On coupe. Et donc, il s'agit d'imiter ce buzzer juste en dessous de la surface pour que les truites le prennent pour un vrai. Et on voit la touche. On lance doucement et on laisse faire. On tend juste le fil et le vent fait que la soie bouge. Toujours tendre le fil. On voit. Pas de touche. Touche encore. Là, voilà. Voilà la truite qui a pris le buzzer en suspens. Et voilà, petite, mais belle. T'es un brochet. Et oui. On prend même des petits brochets avec un buzzer. Ça, c'est quand même la meilleure. Voilà. Pris le buzzer. Oui, oui, oui. Voilà. Une truite de réservoir. Une belle arc-en-ciel qui a succombé à notre buzzer. J'ai mis exprès du fil assez grand pour pas trop fatiguer le poisson et pour le sortir assez rapidement pour qu'il ne soit pas stressé trop longtemps, pour qu'on puisse le bien remettre. Elle s'est décrochée toute seule parce qu'il n'y avait pas d'ardillon. Et voilà. On la remet doucement. Hop. Le buzzer dérive. Et touche. Et un peu plus grosse, oui. Et voilà une autre truite arc-en-ciel qui a succombé aujourd'hui à notre buzzer, pêché tout doucement en subsurface de cet étang, bien peuplé, à belle truite arc-en-ciel. Alors vous le voyez, une technique tout à fait efficace et amusante. Alors n'oubliez pas aussi le zonker, j'espère que vous allez en faire plein et que vous allez attraper des grosses truites avec. Et puis j'espère vous retrouver très bientôt, la semaine prochaine, pour la nouvelle émission La Semaine du Moucheur.
où vous aurez la deuxième leçon de lancer autrichien. Alors j'espère que d'ici là, vous aurez bien révisé pour ceux qui ne sont pas encore des experts du lancer autrichien, mais ça va venir bientôt. Si vous voulez plus de renseignements, eh bien vous avez le site internet de la chaîne www.chasseetpêchetv.fr. Pour ceux qui n'ont pas encore internet, eh bien ils peuvent laisser un message au répondeur de l'émission qui est le 05 59 650 432. On se fera un plaisir de vous répondre. À bientôt.